Bonjour Ludivine Bontini. Bonjour Pierre, bonjour. Vous êtes enseignante-chercheuse en histoire. Vous avez publié de nombreux ouvrages consacrés à diverses dimensions de la réalité sociale et politique de la France contemporaine. Vous avez sorti l'année dernière avec Hugo Palétin un livre intitulé Face à la menace fasciste, sortir de l'autoritarisme aux éditions textuelles, où vous revenez sur le processus de fascisation en cours sous le président Macron, tout en précisant que le fascisme n'est pas encore au pouvoir en France. Alors qu'Éric Zemmour a radicalisé toute une partie des Français et Françaises dans une haine contre les musulmans et un délire de guerre de civilisation, Marine Le Pen et le Rassemblement national apparaissent comme des modérés, républicains tolérants au discours teinté de préoccupations sociales. Alors qu'il y a eu lieu hier dans toute la France des manifestations contre l'extrême droite, pourriez-vous revenir sur l'histoire longue du Front National, de sa genèse néofasciste à la diffusion massive de ses idées par son fondateur et principal représentant, Jean-Marie Le Pen, ancien para des guerres coloniales d'Indochine puis d'Algérie? Oui, Jean-Marie Le Pen lui-même s'était déjà illustré comme député poujadiste lors des élections de 1956. Et le poujadisme, c'était déjà un mouvement qui était particulièrement xénophobe, raciste, antisémite, qui militait pour l'Algérie française, qui était extrêmement amer devant les processus d'autodétermination des peuples. Donc, dans la perspective de tous ces peuples qui se soulevaient pour disposer d'eux-mêmes et arracher leur indépendance. Donc, et on sait évidemment le rôle qu'a joué Jean-Marie Le Pen pendant la guerre d'Algérie elle-même, en effet, comme tortionnaire, ce dont il ne s'est jamais véritablement caché. Ce qu'il a réussi à faire en 1972, c'est d'allier des tendances, des courants qui étaient somme toute assez hétérogènes sur le plan idéologique et même sur le plan social, donc à la fois des tendances très clairement néofascistes, certaines se réclamant là aussi de manière très ferme du nazisme, avec salut hitlérien et chant idem en fait. Lui-même avait une sorte de petite maison de production de disques et il éditait ou rééditait des chants nazis, des chants hitlériens. Mais à côté de ça, il y avait des courants, on va dire, intellectuels, de type Occident, voilà, toutes ces revues qui pullulaient un peu du côté de l'extrême droite autoritaire, mais qui se couvraient d'un vernis justement intellectuel. Certains qui se réclamaient encore de l'Action française, qui pouvaient se réclamer justement d'une forme d'anti-républicanisme au profit d'une monarchie autoritaire. Voilà, tous ces courants ont été unifiés par Le Pen en 1972 lorsqu'il a créé le Front National, qui rappelait d'ailleurs ce Front National des poujadistes durant la guerre d'Algérie. Et en fait, c'était quand même très groupusculaire dans les années 70, au point que, à l'issue de la décennie et au début des années 80, Jean-Marie Le Pen n'a même pas pu rassembler les signatures de parrainage nécessaires à sa candidature à la présidentielle. Après, on sait malheureusement et dramatiquement le rôle qu'a joué le Parti socialiste et singulièrement François Mitterrand. Mais on pourrait citer malheureusement aussi d'autres ministres de François Mitterrand comme Pierre Bérégovoy, qui en fait assumaient de faire monter le Front National pour faire perdre la droite. Donc singulièrement lors des législatives de 1986. Donc c'est vrai que l'introduction de la proportionnelle aux législatives faisait partie du programme de François Mitterrand, mais sa mise en œuvre en 1986 justement à un moment où le Front National avait commencé à gagner des municipalités comme celle de Dreux et prenait de la force, ça a été aussi du pain béni pour essayer de compenser la défaite cinglante qui s'annonçait en 1986 pour la gauche en général et pour le PS en particulier. Et voilà, il y a des propos qu'on a pu trouver dans les sources, en archives, etc., assumant cette stratégie, enfin l'assumant évidemment pas au grand jour, pas publiquement, mais de déséquilibrer quelque peu la droite en faisant monter le Front National. Par ailleurs, indépendamment même de ces tactiques purement politiciennes et électoralistes, on peut mentionner le fait que, à partir de ces années 80, et avant même ce qu'on appelle en général le tournant de la rigueur en 83, la politique de la gauche au pouvoir s'est radicalement métamorphosée en abandonnant le néo-keynésianisme,
donc en abandonnant la politique économique de la demande au profit de celle de l'offre, privilégier les entreprises, les investissements, la bourse, les actionnaires, etc. Là aussi, on pourrait en faire la démonstration, ce n'est pas tout à fait le sujet du Front National, mais évidemment que ce faisant, en n'améliorant pas du tout la situation des plus défavorisés, en accentuant encore finalement le chômage dans ces années 80. Voilà, tout ça a donné encore plus de force à ce Front National, d'autant que cette gauche au pouvoir elle-même attisait des thématiques autour justement par exemple de ces ouvriers d'origine maghrébine, dont, soi-disant, on disait qu'ils étaient manipulés par des islamistes, lorsqu'ils réclamaient, par exemple, des salles de prière, et lorsqu'ils menaient des grèves, en fait, tout simplement aussi pour leurs conditions de travail et pour la dignité de leur existence sociale, en fait. Voilà, donc ça a été un moment tournant, les années 80, mais à cette époque, Jean-Marie Le Pen, à la tête du Front National, se réclamait de Reagan, en fait. C'était vraiment un ultralibéralisme. Il fallait justement faire en sorte que l'État se désengage absolument de la politique sociale et économique, même si commençait de s'opérer, à l'instar de ce qui se passait aux États-Unis, ce qu'on a appelé le néolibéralisme. J'aime bien la formule que vient de forger Frédéric Lordon à ce sujet, qui est c'est ça, c'est étapitalisme, en fait, où l'État ne se désengage pas absolument comme dans la phase du libéralisme initial, dont la matrice est au XVIIIe siècle, mais l'État, justement, intervient pour opérer des privatisations, des redistributions financières au profit des grandes entreprises, etc. Et au profit, justement, de la finance. Et donc, finalement, ce tournant, il va être pris aussi par le Front National à compter de la deuxième moitié des années 80, jusqu'à ce que, voyant le désenchantement d'une grande partie du monde du travail, du monde ouvrier, des classes sociales les plus défavorisées, qui ont été les premières victimes de ces politiques qui ont dégradé en fait, les conditions de vie, les conditions de rémunération, qui ont accentué le chômage, le Front National a pu constater que donc, ces populations amères devant cette politique se retrouvaient soit dans l'abstention, soit en décalant progressivement leur vote. Et donc, le Front National a modifié, à compter du début des années 90, sa perspective idéologique, sociale, politique, donc abandonnant l'ultralibéralisme des années 80 au profit d'un supposé projet social. Et donc, à compter des années 90, justement, le Front National s'est mis à se revendiquer du monde du travail en disant qu'ils étaient le parti des travailleurs. Évidemment, la responsabilité, elle est très grande du côté des forces de la gauche gouvernementale qui ont accentué, encore une fois, ce processus. En fait, je pense qu'on ne peut pas dissocier l'avers et le revers de la médaille à cet égard. C'est-à-dire, il y a eu d'un côté des évolutions profondes en ce qui concerne le Front National lui-même, mais de l'autre, des politiques, mais pas seulement des politiques, des pratiques en ce qui concerne la gauche au pouvoir, ou la gauche qui aspirait à retourner au pouvoir à partir de 1986, des comportements aussi, comme je le disais. Par exemple, il y a une région que je connais bien, c'est le Nord et le Pas-de-Calais. Donc le Pas-de-Calais, où voilà, les ravages qui ont été faits par la crise économique, le chômage intense, etc. Du côté des régions minières, par exemple, où le Front National a commencé vraiment de s'implanter à la fin des années 90. Et en termes de comportement, pour avoir beaucoup discuté avec des gens qui vivent du côté de Hénin-Beaumont, par exemple, qui a été une des prises de guerre du Front National en termes de municipal, on me disait, oui, mais les notables du Parti socialiste, on ne les voit pas, ils vivent dans un autre monde, ils sont complètement déconnectés de nos existences, ils vont dans des grands restaurants, etc. Bon, ils mènent grande vie. Alors que Marine Le Pen, quand elle se rendait à Hénin-Beaumont, elle allait au flunch. Elle allait dans des lieux fréquentés par les classes populaires. En fait.
Donc après, il ne s'agit pas de dire qu'il y aurait eu un pur et simple déplacement des voix, par exemple du PS-PC vers le Front National. C'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, majoritairement, ce qui s'est passé pour ces catégories, c'est l'abstention. Voilà. Donc, manière de délaisser radicalement cet aspect-là de la vie politique. Mais on ne peut pas nier qu'il y ait une partie justement de cette population et de cet électorat qui se soit tourné vers le Front National. Et les enquêtes de sciences politiques, de ce point de vue, ont indiqué souvent que les électeurs en question se disaient mais c'est pas moi qui ai changé en fait. Moi, je continue de voter, notamment dans une perspective de plus de social, en fait, sur les retraites, sur les salaires, contre la crise, contre le chômage, etc. Et c'était les mots d'ordre que brandissait le Front National. Donc, c'est pas moi qui ai changé mon vote, ce sont les forces de gauche qui ont changé de politique. Voilà, donc ça a été vraiment un moment dangereux et d'accélération, en fait, de la consistance électorale du Front National, hein, les années 90. Et du coup, petit à petit, au fil de ces années-là, et jusqu'à nos jours, en fait, on a vu confluer deux types d'électorats, avec une géographie électorale qui est elle-même assez polarisée. Donc on a d'un côté un monde ouvrier fracassé par le chômage, notamment dans le nord de la France et dans les pays anciennement miniers, donc tout particulièrement le Nord et le Pas-de-Calais, qui s'est tourné en partie vers le Front National, encore une fois, pour des raisons de supposé programme social. On pourra y revenir ensuite sur ce programme, si vous voulez. Et puis, un électorat qui avait toujours voté à l'extrême droite, quant à lui. Je parlais tout à l'heure du poujadisme, donc les petites classes moyennes, elles-mêmes justement souvent déclassées, artisans, commerçants, mais aussi, au-delà de ces classes moyennes, une forme de bourgeoisie, profession libérale, votant très à droite, pour une droite autoritaire, dans une logique très xénophobe, raciste, parfois très clairement aussi antisémite. Donc un vote qu'on avait vu justement au moment de la guerre d'Algérie, qui a des racines encore plus lointaines, qu'on peut retrouver tout simplement avec le pétainisme. Et donc vote du sud de la France, vote provençal notamment, sud de la France, et qui s'est peu à peu, au cours de ces dernières années, polarisé entre la figure de Marine Le Pen, soignant son image de responsable politique, soucieuse du social, soucieuse des plus défavorisés, etc. Quoique, en réalité, châtelaine, ayant une perspective tout à fait libérale sur le plan économique, d'une part, et d'autre part, évidemment, Marion Maréchal Le Pen, beaucoup plus implantée justement auprès de cet électorat du Sud, avec une politique encore plus autoritaire, encore plus clairement libérale d'ailleurs sur le plan économique. Et c'est sur cette bipolarisation que s'est greffé Zemmour, construction médiatique, qui a contribué encore finalement à voir s'écarteler les deux positions. Et on connaît le processus dramatique, vraiment catastrophique, de cette fabrique médiatique d'Éric Zemmour, ouvrant, comme on le dit désormais, la fenêtre d'Overton en allant très très loin dans des thématiques racistes, dans des thématiques monstrueuses de remigration, donc en fait d'épuration ethnique, très clairement, ce qui permettait à Marine Le Pen supposément de se recentrer, d'apparaître comme modérée. Elle a tout fait pour ça, elle a été extrêmement habile, y compris encore tout récemment lorsqu'elle elle a fait face à Jean Messia, qui venait représenter la candidature de Zemmour à la télévision. Et face à Jean Messia, qui lui reprochait par exemple d'avoir fait un selfie avec une jeune femme voilée, elle s'est mise à se présenter en femme humaniste, qui savait se tenir, qui avait été elle-même avocate et qui, comme avocate, avait pu défendre des sans-papiers, etc. Donc elle a travaillé vraiment son image de modération, de dédiabolisation, on le sait bien. Et ce faisant, elle a été considérablement aidée, en même temps comme prise en tenaille, mais en réalité aidée, d'une part, bien sûr, par Zemmour, cette extrême droite fasciste, en fait, très clairement fasciste, de la reconquête, s'inspirant de la Reconquista
de l'Espagne et des souverains catholiques médiévaux, d'une part, et d'autre part par le pouvoir lui-même, menant cette surenchère sur le terrain de l'extrême droite, avec un Gérald Darmanin allant jusqu'à dire à Marine Le Pen qu'elle est trop molle sur l'islam et sur l'immigration. Donc voilà, à tous égards, elle a réussi vraiment une opération de communication politique dont il faut dire que, pour autant, elle n'enlève absolument rien au socle xénophobe de son parti. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire sur le fait que le pouvoir lui-même est de l'extrême droite, il y avait un slogan en manifestation qui était « ni les borgnères, ni la fille du borgne ». Je trouvais ça bien dit. Donc là, on est en 2022. En 20 ans, c'est la 3e fois que la dynastie Le Pen arrive au 2e tour. En 2002, choc pour tout le monde, les sondages avaient prédit second tour Jospin, barrage républicain, manifestation contre l'extrême droite. Jean-Marie Le Pen, il fait genre 17 au premier tour, il finit à même pas 20 au deuxième. En 2017, le barrage républicain tient à peu près. Macron sort de 3 ans ministre de l'économie. Un certain nombre de personnes s'appellent à ce qu'il représente, mais abstention importante, vote blanc important. Il a quand même une marge sur Marine Le Pen. Il remporte assez facilement ce coup-ci. Macron, président sortant, quinquennat extrêmement dur au niveau des violences policières, au niveau économique, au niveau des libertés. La marge semble beaucoup moins importante. Et c'est vrai que quand on regarde la télé, en fait, quand on regarde la télé les soirs du premier tour, et on pense à des gens qui connaissent pas forcément suffisamment l'histoire du Front National, qui connaissent pas suffisamment la structuration du Front National aujourd'hui, qui est dans le Front National. En fait, on écoute Marine Le Pen faire son discours, on a l'impression qu'on va voter pour elle, on va voter socialiste, et on écoute 1 heure plus tard Macron faire son discours, on est dans l'ère de la post-vérité, avec un président en exercice qui a fait des cadeaux aux grandes entreprises comme jamais dans l'histoire de France, et qui va dire nos vies valent plus que leurs profits, et qui va maintenant aller chercher les électeurs de Mélenchon. Est-ce que vous pourriez revenir sur expliquer en fait le discours de Mélenchon, mais au-delà, c'est-à-dire que Philippe Poutou a dit la même chose, pas une voix à Marine Le Pen. Est-ce que vous pouvez revenir sur les différences persistantes entre, c'est Frédéric Lordon qui disait le fascisateur pour Macron et la fasciste pour Le Pen? Oui, on est dans une situation tragique. Moi, j'avoue que de ma vie adulte, je n'avais jamais connu une situation aussi catastrophique sur le plan politique, parce que, en fait, on a beau expliquer à quel point, justement, la matrice du Rassemblement national, en réalité, avec Ugo Paletta, dans le livre Face à la menace fasciste, on continue d'appeler cette formation politique le FN-RN. Parce qu'on n'est pas dupe du changement d'appellation qui a visé justement à créer cette espèce de dédiabolisation, mais ça n'enlève rien au fait que justement cette matrice, c'est une matrice xénophobe, raciste, discriminatoire et violente, très 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 violente en fait. Quand on pense qu'il s'agit à la fois, bien sûr, de créer une espèce de machine à expulser, ça c'est la CIMAD il y a quelques jours qui a employé cette formule, machine à expulser, donc en fait toutes celles et tous ceux qui vivent ici. Moi j'aime beaucoup la formule qu'on emploie du côté des mouvements de lutte des sans-papiers. D'ailleurs nous sommes d'ici. Voilà, c'est des personnes qui sont ici, qui travaillent ici, qui devraient avoir les mêmes droits évidemment. Et là, l'axe majeur du programme du FNRN, c'est de les expulser. C'est de vider de sa substance toute notion de droit d'asile. C'est de priver d'abord toutes ces personnes de protection sociale, de droit au travail, de droit à la dignité, et puis de les chasser. Donc même si Marine Le Pen s'est bien gardée tactiquement d'aller sur le terrain de Zemmour sur la question, par exemple, de la remigration, en réalité, même si elle n'emploie pas ce terme, c'est bien de ça qu'il s'agit. Donc rien qu'à cet égard, évidemment que voter Le Pen, c'est une monstruosité. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, pour bien des personnes, évidemment, comme le quinquennat de Macron a été caractérisé par une
une violence terrible à tous égards. Vous l'avez rappelé, une violence sociale et économique, comme un rouleau compresseur qui vient détruire méthodiquement tous les acquis sociaux dans tous les domaines, qui vient étendre le champ du capital à des domaines qui étaient jusqu'alors épargnés, l'éducation, la santé, la culture, voilà, tellement de domaines, et faire en sorte que la protection sociale soit peu à peu démantelée. On s'en prend aux APL, on s'en prend à l'assurance chômage. Cette idée de faire travailler les allocataires du RSA 15 à 20 heures par semaine, là aussi c'est une monstruosité, parce que ça a des conséquences d'abord pour les personnes évidemment qui touchent ces 500 € par mois avec lesquels on ne peut pas vivre. Donc s'il faut en plus faire 20 heures de travail quand on est, je ne sais pas moi, maman d'enfants handicapés, etc. Enfin bref, on pourrait démultiplier les cas de figure. Hein. Et puis c'est aussi une catastrophe pour le monde salarié en général, parce qu'évidemment, si on peut faire travailler des personnes dans ces conditions de surexploitation, pourquoi les employeurs se priveraient-ils de miser plutôt sur cette carte ? Donc bref, c'est un programme qui est très violent. On a subi énormément de violences policières. En fait, pour trouver l'équivalent, il faut remonter à la guerre d'Algérie, justement, avec des personnes tuées ou mutilées, très grièvement blessées, sans aucun mot de compassion à leur égard de la part des responsables de ce pouvoir. Des violences policières, bien sûr, en roue libre, avec un racisme de plus en plus, ou à nouveau en tout cas, affiché du côté d'une partie des forces de l'ordre. Moi, je me souviens en particulier qu'il y avait eu un enregistrement dans un commissariat à Rouen qui parlait de youpin, de bico, de négresse. Ah ouais, t'aurais dû l'écraser cette négresse. Enfin, des choses vraiment horribles du côté de ces policiers. Et comme ça avait fait scandale quand même, étant donné que c'était sorti au grand jour cet enregistrement où les policiers parlaient de guerre de civilisation, qu'il fallait s'armer, etc. Pour combattre aussi d'ailleurs, leur antisémitisme et leur racisme est effarant. Et ils disaient aussi qu'il fallait combattre les gauchistes dans cette guerre de civilisation, pour reprendre leurs termes. Mais un commandant de police sous le sceau de l'anonymat avait témoigné dans une matinale d'une radio publique en disant que ce n'était pas des brebis égarées, en fait, que ce n'était pas des moutons noirs, mais que c'était tout le troupeau, en fait, qui était atteint par un racisme structurel dans la police. Donc, c'est vrai qu'on a eu tout ça, mais en fait, ça serait décuplé, voire centuplé. Je ne sais pas, c'est très difficile de le mesurer, évidemment, avec cette extrême droite fondamentalement raciste et fondamentalement violente au pouvoir. Quand on regarde le programme de Marine Le Pen et qu'on voit l'espèce de fétichisation qu'elle fait de la police, les policiers à ses yeux sont comme des personnages sacrés qui vont avoir le droit à une présomption d'innocence là irrécusable. Donc voilà, ça veut dire vraiment donner encore davantage les mains libres à la police. Il y a aussi cette procédure effarante qu'elle prévoit dans son programme, que les policiers pourront accuser les gens d'atteinte à leur personne, mais pourront garder, quant à eux, l'anonymat dans les procédures administratives et judiciaires. Donc là aussi, c'est leur donner vraiment carte blanche. Bon, on connaît déjà outrage à agent, ce qui permet vraiment tout et n'importe quoi, et ensuite c'est toujours parole contre parole. Mais là, si de surcroît les policiers ont le droit à l'anonymat dans les procédures judiciaires, c'est évidemment très 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 catastrophique. Donc on a aussi ce que vous avez sous-entendu à propos de ce qu'est le RN, c'est-à-dire il y a d'un côté Marine Le Pen qui se donne les allures de la bonne dame aimant ses chats et humaniste, etc., y compris donc par rapport à Zemmour, donc comment elle s'est construite peu à peu cette image-là, mais à côté, évidemment, dont le Rassemblement national, il y a clairement des tendances néofascistes, il y a des gens qui pratiquent les ratonnades, il y a des gens, voilà, tous ces groupuscules fascistes, en fait, néofascistes, qui s'en prennent, qui aux migrants, aux étrangers de manière générale, qui s'en prennent dans un autre registre, aux antifas, en fait, qui s'en prennent à des librairies antifas, qui saccagent des locaux, etc., comme on l'a vu encore ces tout derniers jours. Bon, c'est tout ça, en fait, la mouvance, la constellation du Rassemblement national.
Et donc, le déversoir raciste, le déversoir islamophobe, parce qu'évidemment, elle a une mesure dans son programme qui, pour l'instant, est parfaitement anticonstitutionnelle, qui ne comprend absolument rien à ce qu'est la laïcité en France, mais le terrain a été, hélas, préparé par des forces politiques extrêmement larges, hein, du printemps républicain justement à l'extrême droite. Donc là, quand elle dit qu'elle va faire verbaliser les femmes portant un voile, un foulard, c'est évidemment anticonstitutionnel. Ça va à l'encontre du principe de la liberté de conscience et à l'encontre de ce fait évident pourtant dans la conception française de la laïcité, que l'espace public n'est pas neutre. C'est l'État qui doit être neutre dans l'espace public, mais pas les usagers de cet espace public ou ses citoyens et citoyennes. Donc, imaginez de surcroît en essayant de diviser la population, en disant voilà, ça, ce sera valable pour les musulmanes, mais ce ne sera pas valable pour les personnes qui portent d'autres signes religieux. Bon, c'est évidemment une islamophobie qui en fait s'est dessinée aussi au cours de ces dernières années, à la fois dans des mouvances politiques, mais aussi au niveau de l'État. La loi séparatisme, qu'est-ce donc que voilà, une manière de viser singulièrement les populations musulmanes. Donc tout ça, encore une fois, a été préparé. C'est vrai que ça nous met dans une situation terrible, parce que, comme je le disais un peu tout à l'heure, quand on décrit le projet du Front National, Rassemblement National, on nous rétorque « mais tout ce que vous décrivez, c'est Macron ». Donc voilà, il faut pouvoir convaincre sur le plan du programme et sur le plan des pratiques que ça serait encore éminemment pire. Et il y a une chose vraiment qui devrait être un frein absolu, c'est qu'on ne peut pas permettre que ce pays devienne... Enfin, il y a déjà des formes de racisme d'État. La police qui vote à 70% pour les policiers d'active, un peu plus 70% pour l'extrême droite, elle serait en effet en roue libre. On ne peut pas admettre de voter ou de faire en sorte qu'un tel programme soit au pouvoir. Enfin, voilà, ça serait une violence monstrueuse à l'égard d'abord des populations qui subissent au premier chef cette violence. Vous montrez bien, vous rappelez bien le racisme structurel au cœur du projet du FNRN. Est-ce que vous pourriez revenir avec nous un peu sur le projet économique ? Quand on s'intéresse à l'électorat Mélenchon, les gens qui ont voté au premier tour pour la candidature de Mélenchon, ça fait 7,7 millions de personnes. Les sondages sembleraient indiquer que 20% de cet électorat pencherait vers aller voter Le Pen au second tour. Est-ce que, au niveau du programme économique, au-delà de la dimension raciste, même si les deux peuvent être évidemment imbriqués, est-ce qu'il y a des ressemblances entre le programme de Mélenchon, des gens qui auraient envie de conquête sociale, de progrès social, et le programme de Le Pen qui fait miroiter la retraite de 62 ans comme mesure phare, mais par rapport, vous disiez tout à l'heure, à son père qui, quand il s'est fait connaître, avait un programme ultra-libéral. Est-ce que vous pourriez faire un petit point sur le programme économique de Marine Le Pen ? Alors la réponse est clairement non, il n'y a pas de ressemblance entre les deux programmes. Ça, je pense qu'il faut vraiment se débarrasser de ce qui est en train de se dessiner là, du côté d'une construction médiatique où on essaye aussi, on a beaucoup diabolisé la gauche, une gauche qui a un programme de réforme conséquent, en fait, des réformes, hein, j'entends bien, pas des contre-réformes, parce qu'on nous a beaucoup parlé de réformes au cours de ces dernières années, de ces dernières décennies, mais c'était en réalité des contre-réformes. Donc voilà, c'est un programme réformiste, de justice sociale, d'égalité et d'émancipation, qui n'a rien à voir avec le programme de Marine Le Pen, alors même que justement la construction médiatique a consisté à dire « Oh voilà, mais Mélenchon, c'est l'extrême gauche ». Il y a l'extrême droite de Marine Le Pen, donc au centre, il y a les raisonnables, il y a les modérés, etc. Donc non, de surcroît, d'autant plus non que Macron représente en réalité une droite dure et que Jean-Luc Mélenchon et l'Union populaire ne sont absolument pas d'extrême gauche. Voilà, c'est juste la gauche pour remplacer une gauche jadis incarnée par le Parti socialiste, qui a purement et simplement sombré dans une politique de droite. Bon, donc, voilà, et qui désormais, électoralement, en tout cas pour ce qui concerne cette présidentielle, a disparu un peu dans les limbes avec la candidature d'Anne Hidalgo. Donc ça, c'est une première chose. Alors, encore une fois, pour réinsister,
Donc non, les deux programmes n'ont rien à voir. Tout simplement parce que, en fait, le programme de Marine Le Pen, en dernière instance, c'est un programme qui sert les intérêts du capital. Voilà. Et qui sert les intérêts de la finance, même si c'est toujours sous le couvert d'une préférence nationale. Alors, elle sert les intérêts du capital, on le voit avec pas mal de mesures. Hein. Par exemple, cette façon de toujours chercher à exonérer le patronat de cotisations sociales. Alors, eux vont dire qu'ils vont diminuer... ils vont augmenter tous les candidats disent qu'ils vont augmenter les salaires, hein, mais évidemment, la question, c'est comment vont-ils le faire ? Et donc, le Rassemblement national veut clairement le faire en réalité diminuant la totalité du salaire, à savoir en diminuant les cotisations sociales. Donc, évidemment, ce sont des charges aux yeux de cette droite dure, hein, de cette extrême droite, pour ce qui concerne Marine Le Pen. Donc, diminuer les cotisations sociales, c'est-à-dire diminuer le salaire qu'on peut nommer soit différé, soit socialisé. Autant de parts qui devraient revenir justement aux salariés. Donc, là, elle ne peut pas nous le faire à l'envers de ce point de vue, puisque c'est clairement une mesure libérale, de droite, qui n'a rien à voir avec justement un programme de gauche tel que celui de l'Union populaire. On le voit aussi avec cette façon qu'elle a de favoriser les plus fortunés déjà, sur les questions fiscales, sur justement le fait d'exonérer d'impôts sur les sociétés les start-upers de moins de 30 ans qui ont fondé leur entreprise dans une perspective de dynamique du capital, etc. Elle ne veut en aucun cas revenir sur toutes les contre-réformes qui ont été mises en place, justement aussi bien sur l'assurance chômage, la loi travail, les ordonnances travail. Donc on peut dire, oui, ça c'était déjà Hollande-Macron, c'est vrai, mais en aucun cas elle ne cherche à les mettre en cause. Sur la question de la retraite, on voit bien qu'elle s'était d'abord installée sur l'idée d'une retraite à 60 ans, hein, ce qu'elle avait laissé planer, et puis qu'elle a très vite reculé. Donc à cet égard aussi, elle diffère profondément du programme de l'Union populaire, puisque l'Union populaire est très claire, c'est retour à la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation, alors qu'elle dit retraite à 62 ans, et à 60 ans uniquement pour les personnes qui auraient commencé à travailler avant 20 ans. Vu la situation démographique de la génération concernée, qui a connu, dans les premières années de sa socialisation professionnelle, la crise, le chômage, etc., en fait, il y a assez peu de personnes qui avaient commencé vraiment à travailler avant 20 ans. Donc, c'est vraiment une arnaque. Et en réalité, voilà, c'est la retraite à 62 ans. Alors, on peut toujours se dire que c'est déjà mieux que Macron, mais c'est là qu'est vraiment ce piège, c'est qu'on en est toujours à se dire, voilà, Macron, de toute façon, il est allé très loin, Macron et même ses prédécesseurs sont allés très loin donc, dans ces contre-réformes. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je maintiens que c'est un programme qui favorise le capital, hein, qui favorise la finance. Sur la question de l'Union européenne, elle a longtemps dit qu'il fallait en sortir, etc., au nom des carcans. Alors elle, c'était plutôt dans une logique de souveraineté, de souverainisme, etc. Donc dans une logique nationaliste, en réalité. Aujourd'hui, en fait, elle s'accommode parfaitement de l'Union européenne. Elle ne dit plus du tout qu'il s'agit d'en sortir. Chose en quoi elle diffère aussi du programme de l'Union populaire, parce que dans le programme de l'Union populaire, ce qui est bien spécifié, c'est que le programme sera réalisé, le programme sur le plan social et économique, et que si ça se pose en contradiction avec les traités de libre-échange, avec justement toute la dimension libérale que représente cette construction européenne-là, eh bien c'est justement ce programme social qui prévaudra sur les logiques oppressives, en fait, du carcan, non pas européen, j'aime pas dire ça, européen, comme si on était contre l'idée d'Europe et d'internationalisme et de solidarité entre les peuples, mais de cette machine économique libérale-là, que représente l'Union européenne. Donc voilà, en fait, les choses sont très très claires, sans compter, encore une fois, ce qui est pourtant, je dis sans compter, mais c'est en fait, à mes yeux, absolument essentiel, c'est que d'un côté,
On a un programme tourné justement vers l'égalité, la solidarité, le fait d'accueillir généreusement, avec hospitalité, les personnes qui fuient leur pays pour des raisons diverses, redonner vraiment du sens au droit d'asile, encore une fois à cette notion d'hospitalité, faire en sorte qu'il y ait une égalité de droits aussi, qu'il y ait des droits sociaux pour les personnes qui n'auraient pas cette fameuse nationalité française et ces fameux papiers qu'on fétichise tant du côté de l'Union populaire. Et de l'autre, voilà, c'est au contraire un programme raciste sur lequel on est revenu assez longuement. Donc non, il n'y a aucun point de comparaison possible, il faut être très ferme là-dessus. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'on assiste à l'émergence d'un mouvement social dans l'entre-deux tours des élections présidentielles. Il y a quelques jours, l'université de la Sorbonne était occupée avec un mot d'ordre qui a pu apporter peut-être quelques confusions, qui était ni Macron ni Le Pen. Alors, ni Macron ni Le Pen, ça ne veut pas dire qu'on met Macron et Le Pen dans le même sac. Ça veut dire, je pense qu'on peut poser l'hypothèse que la candidature de Mélenchon a fait espérer à tout un tas de gens un second tour qui n'opposerait pas néolibéralisme autoritaire et extrême droite, que ce soit Macron, Le Pen, Pécresse ou Zemmour. Et devant ce second tour-là, une partie de la jeunesse, étudiante et non étudiante, est extrêmement déçue et en colère. Et le ni Macron ni Le Pen ne veut pas dire qu'une partie des gens qui participent à ce mouvement, évidemment je pense que pour l'ensemble des participants à ce mouvement, qui seraient quand même tous de l'antifascisme, Macron et Le Pen restent deux options différentes. Mais une partie d'entre eux ira même jusqu'à voter Emmanuel Macron avec dégoût le 24 avril. Alors ma question est la suivante. Est-ce que vous pourriez revenir avec nous depuis à peu près mai 68 sur les grandes lignes de force politiques qu'on peut retrouver dans la jeunesse urbaine et au-delà? Oui, alors vous faites bien de préciser la jeunesse urbaine, parce que de toute façon, en tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que la jeunesse n'est absolument pas homogène, il n'y a pas une essence de la jeunesse, elle est, comme toutes les autres catégories d'âge, traversée par des clivages sociaux, et dès lors aussi par des clivages politiques, même si là, c'est vrai que la particularité, moi qui m'a surprise aussi, à vrai dire, parce que j'ai longtemps travaillé sur l'histoire des générations, et en particulier par exemple de cette génération qui a fait 68, là, on a une polarisation très très nette en termes d'effet d'âge et d'effet de génération. Je précise un tout petit peu. Bon, là, on a vu par exemple que chez les plus de 70 ans, seuls 9% ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, alors que c'est un tiers chez les 18-24 ans. Donc il y a une immense tension politique entre ces générations. Et c'est étonnant au sens où la génération dite du baby-boom, celle qui avait à peu près 20 ans en 1968, elle avait toujours voté plus à gauche que la moyenne de l'électorat, aussi bien que par rapport à ses aînés que par rapport à ses successeurs. Et donc on avait considéré qu'il y avait là un effet non pas seulement d'âge, parce que c'est pas seulement à 20 ans qu'elle votait plus à gauche, ni un effet de période, comme on dit en sociologie politique, c'est-à-dire, voilà, il y a un moment, les années 60-70, d'effervescence contestataire, où on vote plus à gauche. Non, c'était vraiment un effet de génération, puisque ça s'était observé. C'était des enquêtes longitudinales, c'est-à-dire on prend les mêmes personnes et on les interroge à intervalles réguliers, et on voit que, globalement, il y a une sorte de constance, de fidélité. Donc elle avait toujours voté plus à gauche, et là, il y a eu un retournement qui refait passer sur un effet d'âge, c'est-à-dire quand on a plus de 65 ans, quand on a plus de 70 ans. Alors évidemment, c'est dans les grandes tendances, parce que s'il y a des personnes qui nous écoutent, je ne sais pas si c'est le cas, et qui auraient cet âge-là. Oui, mais moi j'ai voté Mélenchon, moi je suis à gauche, moi je suis restée fidèle à mes valeurs. Oui, bien évidemment, et heureusement. Et moi, j'en rencontre tout le temps, et notamment parce que j'ai beaucoup discuté de 68, des années 70, un peu partout, et j'ai trouvé justement une grande fidélité chez beaucoup de gens à leurs engagements. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auraient pas changé, mais à des engagements de jeunesse, et le fait de rester dans la perspective de l'émancipation, de la justice, d'une véritable démocratie, etc. Bon. Mais dans les grandes tendances, on peut voir qu'il y a à nouveau un effet d'âge, plus de 65 et a fortiori plus de 70.
Et c'est très déstabilisant parce que c'est vrai que quand on a eu la retraite à 60 ans et qu'on vote pour quelqu'un qui veut la faire passer à 65 pour les suivants, c'est vraiment difficile. Après, il y a plein de facteurs explicatifs. Il y a des facteurs patrimoniaux, même si beaucoup de personnes âgées ont des petites retraites. Mais globalement, voilà, on a quand même souvent accumulé un petit capital, voire bien davantage. Il y a des facteurs médiatiques aussi. Parce qu'en fait, ces classes d'âge sont beaucoup plus exposées à la télévision. Et on sait voilà, que la télévision n'est pas du tout tournée vers un soutien à la gauche, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, quand on voit, par exemple, les enquêtes menées sur Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna, c'était déjà 45% de prise de parole autour de Zemmour pour lui ou pour son projet. Donc, il y a cette dimension-là, en fait, qui joue. Il y a plusieurs dimensions sociologiques qui permettent d'expliquer cette polarisation. Des jeunes qui, pour beaucoup aussi, se sont abstenus, on le sait, parce que, sentiment d'écœurement, sentiment que les promesses, de toute façon, ne sont jamais tenues, sentiment que, de toute façon, cette élection était déjà pliée, parce que, quoi qu'il en soit, Mélenchon au second tour ou Le Pen au second tour, on savait en dernière instance que, Emmanuel Macron, avec le pouvoir dont il dispose, avec le pouvoir médiatique aussi dont il dispose, allait probablement l'emporter. Donc voilà. Ensuite, donc cette jeunesse-là, elle est elle-même diverse. Il y a une jeunesse aussi populaire, non diplômée, qui s'est peu à peu tournée, il faut le dire, vers le Rassemblement national. Donc ça a été une nouveauté aussi, avec tout ce qu'on a décrit tout à l'heure sur les processus d'enracinement du Rassemblement national et de dédiabolisation. Et on voit aussi des jeunes dans le mouvement Reconquête de Zemmour. Donc voilà, ceci pour dire qu'évidemment, la jeunesse n'est jamais homogène, n'a pas une identité qui serait cohérente dans son sein. Mais après, il y a vraiment, bien sûr, toute une jeunesse qui aspire, et de longue date d'ailleurs, à changer la vie, comme le disait Rimbaud, avant que ce soit un slogan récupéré par le Parti socialiste. Changer la vie, c'est pas une question d'idéalisme, c'est une question au contraire très réaliste, je trouve très pragmatique, parce que c'est aussi une génération qui est très mobilisée, comme on le sait, par le saccage environnemental, ce qu'on appelle de plus en plus le capitalocène, ou l'ère où le capitalisme détruit le vivant, l'écocide, la destruction des écosystèmes. Et donc c'est une génération qui sait qu'il y a une urgence absolue et qui a une immense amertume devant le résultat de ce premier tour, puisque là, dans les deux cas, ce sont deux candidats qui n'en ont absolument rien à faire du climat et qui vont poursuivre en fait une politique productiviste de dévastation. En fait, cette jeunesse, elle est aussi porteuse d'espoir sur le plan justement de la justice, une perspective aussi d'émancipation en termes de droits. Et là, elle sait très bien, par exemple, que le Rassemblement national serait une catastrophe pour les droits, les droits des femmes, pour les droits aussi des LGBT. Voilà, c'est très clair. Et c'est aussi une jeunesse qui a appris de Macron. Donc, ça peut expliquer le slogan ni Le Pen ni Macron, qui est en effet un slogan qui mérite explication. Le problème, c'est que les médias, souvent, ils entendent ça, et ils ne cherchent pas plus loin, ils ne vont pas écouter ce qui se dit dans les assemblées générales d'occupation, ce qui se dit dans les rassemblements ou dans les manifestations. Et comme vous l'avez souligné, ni Macron ni Le Pen, ça ne veut pas dire qu'on les mette strictement sous un signe égal. Mais ça, c'est tout un travail, en fait. C'est vraiment tout un travail. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un travail vraiment difficile d'expliciter que Le Pen, c'est encore une autre galaxie qui va pousser jusqu'au bout des tendances qui sont déjà présentes chez Macron. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est une jeunesse qui reprend des formes héritées. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en invente pas, mais en fait, elle est aussi l'héritière d'un long processus d'auto-organisation de la jeunesse, avec des occupations qui sont symboliques. Mais c'est vraiment l'idée de reprendre la parole aussi, de reprendre la main, de reprendre la légitimité
à s'exprimer, à faire de la politique, à discuter politique, à délibérer, ce dont on est souvent privé. Donc c'est ça aussi la force d'une occupation comme celle des universités, et en l'occurrence celle de la Sorbonne qu'on a vue pendant plusieurs jours. C'est-à-dire, la démocratie, ça ne peut pas être que l'isoloir. L'isoloir isole, justement. L'isoloir individualise considérablement les individus. Chacun pour soi, chacun chez soi, chacun devant son petit bulletin. Alors que là, une occupation, c'est, voilà, on discute, on délibère et on pratique ce faisant la démocratie vraie. Moi, j'ai aussi beaucoup discuté avec des élèves de lycée, soucieux justement et soucieuses de s'auto-organiser, d'organiser des assemblées. Et ça discute. Et justement, ça discute sur cette question majeure, sur est-ce que Macron et Le Pen égale même combat, voilà. Donc, en tout cas, ce que veut dire, à mes yeux, le slogan, c'est voilà, on sait qu'il y en aura un des deux. Si c'est Le Pen, ça sera vraiment catastrophique. Dans les deux cas, ça sera très grave. Et donc, ni Macron ni Le Pen, au sens où on ne va pas laisser cette machine poursuivre son travail, justement, d'écrasement. On va reprendre aussi, on reprend les luttes, on reprend la rue, on reprend des espaces, et on ne va pas laisser faire cette politique. Je pense qu'il faut l'entendre comme ça. Bon, après, voilà, il y a aussi des gens qui ne vont pas voter, qui vont s'abstenir. Bon, je pense vraiment que dans cette jeunesse qui a voté Mélenchon, en particulier cette jeunesse-là, il n'y aura pas... et cette jeunesse qui se mobilise dans les universités... Pour moi, c'est inconcevable qu'il y ait des bulletins Le Pen. Mais en revanche, il y aura de l'abstention, oui. Bien sûr. Parce que c'est aussi l'idée que, par l'abstention, voilà, on indique que ce système est non seulement pourri, mais mort, en fait. Voilà, Macron, il fait 20% du corps électoral au premier tour. Et donc, il va gouverner avec cette base-là. Alors que déjà, dans ces 20%, il y a beaucoup de votes utiles, voilà, de votes par défaut aussi. Donc 20%, qu'est-ce que ça signifie en termes de représentativité supposée de la démocratie dite représentative ? Donc ce qui est intéressant de cette jeunesse qui se mobilise, c'est aussi toute une réflexion sur voilà, ce que pourraient être des formes alternatives de démocratie. Pratiquer davantage la démocratie directe, donc la démocratie d'assemblée, de ce point de vue, avec des mandatés, c'est quand même un tout autre univers et une toute autre conception de la démocratie. Après des mois de campagne présidentielle qui commencent jamais vraiment, il n'y a pas de débat entre tous les candidats. Emmanuel Macron indique très rapidement qu'il ne participera pas à des débats. Il annonce sa candidature extrêmement tardivement. Il y a la guerre en Ukraine. Le clivage générationnel en question, Mélenchon ou pas Mélenchon, c'est aussi dire on est extrêmement conscient du fait que 70%, comme vous le rappelez tout à l'heure, 70% des forces de l'ordre qui nous ont tapé sur la gueule pendant 5 ans ont voté pour Marine Le Pen et n'attendent qu'une seule chose, c'est que Marine Le Pen elle arrive au pouvoir. Et c'est très très agréable, à nouveau après des mois où l'extrême droite était à l'offensive médiatique avec BFM, avec CNews, avec le phénomène Zemmour, avec Marine Le Pen, avec Pécresse, avec Macron, en fait tous ces gros candidats-là qui polarise évidemment le débat extrêmement à droite. Vous disiez, ça fait du bien de dire la rue, elle est encore à nous. Et la jeunesse emmerde le Front National quand on le dit au CRS. En fait, il y a 7 CRS sur 10, voire peut-être un peu davantage. Les CRS, c'est un corps un peu particulier qui ont voté pour Marine Le Pen et qui attendent que Marine Le Pen arrive au pouvoir. Alors, je vais vous poser une question sur un autre clivage électoral qu'on peut observer de façon extrêmement nette, qui est un clivage religieux. C'est-à-dire que le terme psychotique d'islamo-gauchiste inventé par les macronistes, Jean-Michel Blanquer, Gérald Darmanin, Frédéric Vidal et autres, finalement, alors Mélenchon c'est pas du gauchisme, hein, mais finalement on peut observer sur les statistiques existantes, alors on n'a pas le droit en France, l'INSEE n'a pas le droit de faire des statistiques par rapport au vote par confession, mais qu'une grosse majorité des musulmans qui sont allés voter Mélenchon. Ils sont allés voter Mélenchon pour dégager Le Pen du deuxième tour, c'est une première chose. Alors après, il faudrait faire des analyses un peu fines sur ce qu'ils pensent du programme de Mélenchon, mais qui se sentent représentés par Mélenchon. Et à l'inverse, les catholiques en France, ça ils nous en parlent pas, ils nous ont pas balancé de termes. Les catholiques en France ont un vote qui reste extrêmement conservateur. Et on peut observer, on a réalisé hier un entretien avec Monique Pinson-Charlot.
Elle nous dit dans les beaux quartiers, alors il faut voir à quel point ils sont catholiques, hein, mais elle nous dit ça vote Macron extrêmement massivement, et celui qui arrive en deuxième position, c'est Éric Zemmour. C'est Éric Zemmour, c'est-à-dire que du coup, j'en viens à ma question. Éric Zemmour, il présente la particularité d'avoir à la fois permis de décaler le curseur dans une radicalité toujours plus folle, et il permet à la fois, de façon paradoxale, d'avoir brisé le tabou qui demeurait malgré tout du barrage républicain, mais même au niveau électoral, en fait, notamment des bourgeois et des catholiques qui sont allés voter pour Éric Zemmour de façon assez décomplexée, alors qu'ils n'auraient pas osé aller voter pour le Front National et pour le Rassemblement National aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur... Bon, alors, il y a beaucoup de choses dans la question. C'est tellement dense, de toute façon, et tellement grave. En fait, la première chose que je voulais dire, c'est exprimer une colère, justement, à l'égard de la Macronie et des ministres d'Emmanuel Macron à propos des musulmanes et musulmans de ce pays et de cette espèce de culpabilisation généralisée. C'est atroce, en fait, ce qui se passe. Et pour les personnes qui soit réellement, soit de manière supposée, sont musulmans ou musulmanes, c'est vraiment une agression de tous les instants. Moi, j'ai une colère aussi énorme comme une conséquence secondaire de ça. C'est justement avec ce terme d'islamo-gauchisme qu'ont répandu les responsables de ce pouvoir et les médias avec eux, voilà, en installant vraiment cette idée, l'islamo-gauchisme, et puis ensuite ça a été le wokisme. Enfin, et la colère, elle vient notamment du fait qu'après l'assassinat de Samuel Paty, deux de ses ministres, et non des moindres, puisqu'ils représentent l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, et l'enseignement supérieur et la recherche, Frédérique Vidal, à Dominique Vidal, qui n'a rien à voir, Frédérique Vidal, donc tous deux ont incité sur une supposée complicité intellectuelle des supposés islamo-gauchistes dans l'université. C'est vraiment, je ne connais pas pire ignominie, en fait, d'essayer de construire comme ça des figures de l'ennemi intérieur, les musulmans, et puis celles et ceux qui se réclament du combat pour que les personnes musulmanes dans ce pays puissent vivre tranquillement leur foi, comme c'est un droit élémentaire, y compris en république, et quand bien même cette république serait bien abîmée. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, concernant le vote, alors le vote Mélenchon, enfin vous avez beaucoup dit vote Mélenchon, hein, bon, c'est pas pour faire la fine bouche, mais en fait moi j'ai vraiment envie de dire plutôt Union populaire, parce que il y a Mélenchon, bien sûr, il y a la figure de Mélenchon, mais en fait c'est aussi, voilà, ça va bien au-delà de la figure de Mélenchon, et d'ailleurs Mélenchon est à la fois, bon, en effet, lui-même assez populaire, mais c'est aussi parfois le talon d'Achille de cette campagne, puisqu'il y a aussi beaucoup de gens qui disent « Ah oui, non mais moi je peux être d'accord avec le programme, mais je ne vais pas voter pour Jean-Luc Mélenchon, parce que si, parce que ça », et en général c'est le produit aussi d'une construction médiatique extrêmement disqualifiante, et qui est en grande partie fallacieuse autour de Mélenchon, supposément colérique, autoritaire, poutinien, enfin, voilà, enfin, c'est vraiment n'importe quoi, c'est vraiment dégueulasse, à vrai dire, cette façon, par exemple, de dire que Mélenchon aurait été poutinien, alors que, par exemple, sur la guerre atroce en Ukraine, il a condamné extrêmement fermement et dans les termes les plus clairs cette guerre de Poutine. Bon, donc voilà, bon, ça c'est juste une manière de dire que, en fait, au-delà de la figure de Mélenchon, il y a un programme. Et que ce programme, en effet, il y a une grande partie des classes populaires qui se l'est approprié d'une manière ou d'une autre. Alors, par rapport à votre question sur le vote des personnes musulmanes dans ce pays, en fait, justement, j'ai lu les résultats d'une enquête du CNRS, alors avec justement la difficulté aussi, comme vous le soulignez, du rapport entre vote et religion, puisque, bon, en fait, ça peut quand même être documenté par des enquêtes d'opinion. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est pas forcément la religion qui est le facteur premier, en fait. C'est l'appartenance sociale. C'est voilà, le fait qu'on appartient aux classes populaires, qu'on appartient au quartier populaire, et que dans ce programme, il y a beaucoup de mesures, justement, de défense à l'égard de ce monde social. Bon. Et bien sûr qu'ensuite, il est clair que la France insoumise
a évolué dans un sens de lutte contre l'islamophobie. Dans ce programme, il y a par exemple l'abrogation de la loi séparatisme, et c'est une mesure, l'abrogation de la loi séparatisme, qu'on trouve vraiment assez peu ailleurs. Il y a eu bien sûr la participation de la France insoumise et donc de ses représentants, porte-parole, etc., à la marche contre l'islamophobie. Et ça a été aussi un signe fort, justement, de la lutte contre la discrimination islamophobe qui se pratique beaucoup dans ce pays. Et on a vu à quel point les éditorialistes de tout poil s'en sont emparés en diabolisant Mélenchon au prétexte qu'il aurait participé à une manifestation, on aurait entendu Allahu Akbar, ce qui est en fait déjà aussi complètement délirant. Oui, des gens ont dit Allahu Akbar, et alors, enfin, je veux dire, ça veut dire Dieu est grand, ce n'est pas, ça ne veut pas dire, ce n'est pas un cri de ralliement à des assassinats ou à des attentats terroristes. Enfin, rien que ça, rien que dire on ne peut pas crier Allahu Akbar. Bon, sans compter qu'on sait à quel point, voilà, c'était vraiment pas le sens de cette manifestation. Donc, bien sûr qu'une grande partie de la population qui est en permanence, en raison de sa foi ou de sa foi supposée, discriminée, stigmatisée, qui fait l'objet de toutes ces thématiques médiatiques qui ont envahi l'espace public, voilà, c'est vraiment une catastrophe. Et donc, on comprend qu'on se tourne vers une figure, un programme et une équipe qui vont absolument à l'encontre de ça et qui essaient de battre en brèche cette horrible stigmatisation qui pèse au quotidien. Et ensuite, vous avez raison de souligner la question du vote catholique, lui-même hétérogène. Hein, le catholicisme, il a toujours été très profondément hétérogène, puisqu'il y a eu aussi longtemps, et c'est encore le cas en partie, un catholicisme social, des chrétiens de gauche, qui par exemple en 68 avaient joué un rôle important dans le sens de la contestation, de la grève, etc. Mais bon, il est devenu assez minoritaire par rapport à, en effet, ce conservatisme catholique, voire un catholicisme très réactionnaire, en fait, pas seulement conservateur, mais vraiment réactionnaire, qui en effet a pu se tourner vers Zemmour, et on a vu de manière très très exacerbée avec les cartes électorales, notamment de Paris, le 16e arrondissement, voilà, qui votent très très massivement Zemmour. On a vu aussi beaucoup de catholiques en appeler à voter pour Marine Le Pen et à l'encontre justement des droits émancipateurs, des droits pour la défense de toute forme de sexualité, d'identité sexuelle, etc. Donc ça, bien sûr que c'est aussi un très très grand danger que représente l'extrême droite en général et le Front National, Rassemblement National en particulier. Alors je vous pose 2-3 petites questions pour clôturer. Est-ce que vous pourriez revenir au-delà du programme? Et je pense que c'est intéressant aussi sur qui constitue aujourd'hui les cadres et les militants du Front National, du Rassemblement National. C'est ma première question. La deuxième question, c'est que on peut observer avec un certain amusement que Marine Le Pen, même sur son affiche officielle de campagne, joue la carte femme d'État dans un parti extrêmement viriliste et machiste. Elle joue la carte populaire alors qu'elle est richissime. Et elle joue la carte humaniste alors qu'elle est raciste, antisémite et islamophobe. Du coup, ma question, c'est comment est-ce que, au-delà de la télévision, comment est-ce que c'est possible qu'une si grande partie des classes populaires rurales se laisse berner? Est-ce que vous pourriez revenir avec nous sur les informations qu'on a sur cet électorat populaire de Marine Le Pen, sur les raisons qu'ils mettent en avant pour voter Marine Le Pen? Si c'est davantage par rapport à ce qu'ils pensent être un programme social, ou si ils ont été effectivement radicalisés à force de rabattage médiatique sur l'immigration, sur la sécurité. Je pense que ce qu'on peut aussi observer avec étonnement, c'est que les classes populaires qui votent pour Marine Le Pen sont celles qui ne côtoient jamais certains des fondements du programme de Marine Le Pen, à savoir le racisme et l'islamophobie anti-banlieue. En fait, ils sont à des centaines de kilomètres d'une quelconque banlieue. Est-ce que c'est pas aussi un facteur énorme qui permet à la psychose de s'installer?
je ne dis pas de façon dépréciative, on est d'une certaine façon au fin fond de sa campagne, et on regarde BFM, on regarde CNews, on a l'impression que c'est la guerre sociale en France entre les méchants gauchistes, les méchants immigrés et l'État garant de l'ordre. Donc voilà, ça c'est ma deuxième question. Enfin, ma dernière question, c'est cet entre-deux tours entre Macron et Le Pen. Il paraît de façon assez claire que Macron est l'option privilégiée d'une partie majoritaire de la bourgeoisie. Est-ce que vous pourriez aussi revenir avec nous sur la partie de la bourgeoisie favorable à Le Pen et ouverte à sa possible arrivée au pouvoir? Bon, en fait, l'essentiel des réponses figure déjà dans les questions que vous posez, c'est-à-dire en particulier sur la dimension de cet électorat très composite, comme on l'a vu, l'électorat de Marine Le Pen en termes de géographie électorale. On voit que c'est à peu près un tiers de personnes qui vivent dans la ruralité, un tiers du côté des zones périurbaines et un tiers de population urbaine, à la différence par exemple d'un Mélenchon qui fait plus de 90% dans les villes en fait. Villes entendues au sens très large, et aussi des grandes conurbations, des grandes agglomérations urbaines. Mais en fait ça s'explique par... Alors, la première chose, c'est qu'en effet, la dimension raciste et xénophobe de cet électorat, il ne faut pas la négliger. Ugo Paletta, donc, le co-auteur de Face à la menace fasciste, avait écrit et publié en 2018 un ouvrage à mes yeux vraiment important qui s'appelait « La possibilité du fascisme ». Et ce qu'il avait montré, c'est que le premier critère avancé par cet électorat, d'après les enquêtes de sociologie politique, c'est un critère xénophobe, sur lequel se greffe d'ailleurs de plus en plus un critère islamophobe. Donc voilà, on ne peut pas négliger cette dimension en disant « Ah oui, c'est essentiellement social ». Et donc ensuite, la responsabilité est immense du côté des médias que vous avez vous-même cités. Et donc, parce qu'en fait, quand on vit au sein de populations qui sont très diverses quant à leurs origines, leurs pratiques religieuses ou pas, etc., oui, c'est là qu'on comprend que... Et alors, quel est le problème, quoi ? On est justement très bien dans cette diversité, bon, même si j'aime pas beaucoup le mot, parce qu'il a été aussi très instrumentalisé. Mais donc, quand ça apparaît complètement diabolisé autour de la sécurité, et la sécurité, là aussi, la gauche de gouvernement, devenue en fait une gauche de droite, porte une grande responsabilité dans la façon dont elle a fait émerger cette thématique. Par exemple, on l'a vu très clairement sous Jospin. Alors, c'était pas nouveau, puisque du côté de la droite, depuis les années 70, on nous parlait de sécurité, mais la gauche gouvernementale devenue de droite l'a fait aussi énormément, se faisant en démantelant ce qui était à l'origine ce mot du point de vue social, c'est-à-dire la sécurité sociale. Donc, au même moment où on s'en prenait justement de plus en plus à la protection sociale, et ça a été accéléré encore ces dernières années, bien évidemment, on transformait ce qui était pourtant l'essentiel. Voilà, la sécurité, c'est le fait de pouvoir vivre en sachant que si on tombe malade, si on a un accident du travail, si on a un accident tout court, si on perd son travail, etc., on peut, et si on en arrive à un âge avancé, eh bien, on a justement ce filet de sécurité qui est la solidarité. Ça, c'est quand même génial, c'est quand même magnifique, cet aspect-là, la sécurité. Et en fait, ils nous ont cassé ce mot, ils nous l'ont évidé, au sens ils l'ont vidé de sa substance pour le transformer en une dimension de sécuritaire, policière, alors même que, ce qu'on a montré dans le livre avec Hugo, face à la menace fasciste, les statistiques ne cessent de montrer que en fait, l'insécurité entendue dans ce sens, elle ne cesse de diminuer. Si on prend les statistiques des homicides, des cambriolages, des infractions avec violence, etc. Avec armes, sans armes, etc. Ça diminue, mais on n'a pas du tout cette impression quand on va au-delà des statistiques et qu'on regarde en effet la télévision, puisque c'est que ça, des faits divers, etc. Ça d'une part, et d'autre part, évidemment, ce qui a été fait autour du terrorisme.
Donc, voilà, bâtir un état d'urgence, petit à petit devenant un état d'exception, stigmatiser, pointer du doigt une population, sommer en fait de se distinguer des terroristes islamistes. Voilà, comme si on avait demandé aux catholiques, au moment de la tragédie du Toya par exemple, de dire ben non, nous les catholiques, c'est pas ça, c'est pas nous, enfin voilà, ou les blancs, ou les suprémacistes blancs, enfin. Donc là, il y a vraiment une accélération de cette construction d'un ennemi intérieur, bon, qui n'est pas nouvelle, hein, parce que c'est un héritage, un long héritage colonial. Hein. Dans tout ça, il y a vraiment des relents colonialistes, voilà, hein, la supposée cinquième colonne, tout ça, l'ennemi intérieur, bah, ça date des colonies aussi. Puis il y a quand même toujours ces relents de mission civilisatrice, civilisation supérieure, race supérieure. En fait, le racialisme né au XIXe siècle en se dotant d'un prétendu imaginaire scientiste, bon, bah, enfin, en fait, on en paye encore aujourd'hui le prix. Et donc, c'est des personnes qui, justement, dans le monde rural ou dans le périurbain, on l'a bien vu, quand les Gilets jaunes ont montré ce que c'est que de vivre dans des zones où les services publics disparaissent, où justement prendre sa voiture pour faire des kilomètres, pour faire ses courses, pour avoir des services publics élémentaires, pour se soigner, etc. Quand on voit que les hôpitaux qui ferment, les services d'urgence qui ferment, les maternités qui ferment, etc. Bon, ben voilà, en fait, on a cette situation de délabrement, le sentiment d'un abandon, le sentiment, enfin, plus qu'un sentiment, en fait, d'une politique qui est elle-même très, très violente, à la fois symboliquement et pratiquement. Quand d'un côté, on supprime l'ISF et que de l'autre côté, on augmente les taxes les plus inégalitaires. Voilà, donc c'est... bon, mais c'est ce qu'on explique vraiment dans le livre, c'est-à-dire que la tendance à la fascisation, les traits de fascisation, avec un autoritarisme, avec une violence policière, avec une partie des militaires de plus en plus factieux, avec une surenchère sur le terrain de l'extrême droite, avec un racisme débridé, avec un racisme d'État aussi. Bon, des traits de fascisation qui banalisent du coup le vote. Voilà, c'est-à-dire au fond, voilà, on n'a pas essayé. Si, en réalité, hein, ça a déjà été essayé, hein, ces régimes-là. C'était Pétain, c'était dans une autre mesure Salazar, Franco, et puis plus loin, Mussolini et Hitler. Donc ça a déjà été essayé. Hein. Mais quand on est vraiment désespéré et qu'on se dit que du côté de... Il y a eu tellement de trahison du côté de la gauche, etc., que voilà, on se tourne vers ce vote, mais où se mêlent justement les facteurs. Mais encore une fois, le facteur xénophobe, raciste, il n'est pas du tout à négliger. Et en fait, on comprend comment il a été construit d'année en année par des machines de guerre médiatique. Alors ça m'amène à la question aussi sur est-ce qu'il y a une partie du capital qui pourrait se tourner vers l'extrême droite ? Oui, en fait. D'ailleurs, le fascisme lui-même, il s'est constitué avec l'aide du capital. Par exemple, en Italie, dans le fameux biennio rosso, les 2 années rouges, en 1919 et en 1920, voilà, les faisceaux de combat de Mussolini qui se sont constitués à ce moment-là pour aller casser des syndicalistes, des socialistes, des communistes, tout ce mouvement populaire, ouvrier, auto-organisé, avec des grèves, avec des manifestations, des occupations d'usines. Ces faisceaux de combat, les fascistes en voie de constitution, ils ont été financés directement par le patronat, par une partie du patronat italien. On l'a vu plus tard aussi avec Hitler, hein, Krupp, Thyssen, c'était vraiment des grands manias de l'industrie sidérurgique, métallurgique, qui ont largement financé le parti nazi. Donc voilà, bien sûr que des complicités entre les tendances fascisantes et une partie du capital, elles sont avérées. Et on le voit très bien dans le cas de Bolloré, bien sûr. Enfin, c'est l'exemple un peu majeur du moment. Comment il est en train d'étendre considérablement son empire médiatique. Hein, je ne vous apprends rien. Comment il a, comme on le voit très bien dans le film d'une partie de l'équipe de Mediapart, Media Crash, comment il a demandé à Zemmour d'être présent tous les soirs sur CNews. Tous les soirs du Zemmour. Bon. Et ensuite, avec un système médiatique un peu choral, on va dire... ah oui, mais si tu parles pas de Zemmour, tu rates le coche, quoi. Donc voilà, comment ça se construit. Et Bolloré, ça montre aussi qu'une partie justement de ce capital-là
est prêt à jouer la carte d'une extrême droite, d'une manière de pousser plus loin l'autoritarisme du pouvoir au service du capital. Et moi, c'est pas pardon pour le moi-je, mais il apparaît, pardon aussi de faire un peu à nouveau de retour sur ce livre Face à la menace fasciste, mais ce qu'on explique, c'est que le fascisme, il s'instaure dans une crise d'hégémonie, comme on le disait Gramsci, crise d'hégémonie pour le pouvoir, qui ne peut plus vraiment gouverner par le consentement, donc qui gouverne de plus en plus par la répression. On l'a vu déjà très largement avec Macron, un régime de plus en plus autoritaire. Ça s'explique aussi par le fait que le capitalisme, il a étendu vraiment, ça on en a parlé, il a étendu son champ d'exploitation d'une manière extrêmement brutale, donc les gens souffrent de ça, et donc se disent en fait, le gâteau qu'on pouvait se partager se restreint considérablement. Et il va se restreindre d'autant plus avec le saccage environnemental et les migrations climatiques, avec des populations qui vont de plus en plus devoir fuir leurs terres elles-mêmes saccagées par la crise environnementale. Et donc tout ça peut favoriser encore davantage l'idée que le fascisme est un recours parce que ce gâteau se restreint considérablement. Et donc, plutôt que de pointer du doigt les véritables responsables, et plutôt que de regarder à nouveau, par exemple, ce que nous racontent, sans autre exemple, les Pandora Papers, 11 000 milliards de dollars d'évasion fiscale. Bon, non, on va regarder plutôt la personne qui porte un foulard, qui, à un moment donné, est allocataire du RSA. En fait, quand on y pense, c'est fou. C'est fou. Les grandes fortunes de ce pays, justement le grand capital de ce pays, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit, c'est souvent des centaines de millions d'années de SMIC, voire des milliards, dans le cas par exemple de Bernard Arnault, ça se compte en milliards d'années de SMIC, mais en fait, le système médiatique est conçu de telle façon que justement ce sont eux qui les possèdent et qui vont donc orienter la politique du bouc émissaire vers des gens qui n'ont rien, en fabriquant l'idée de gens qui ne sont rien, comme le dit d'une manière méprisable en fait Emmanuel Macron. Donc tout ça favorise hélas un vote contre lequel il faut combattre en discutant en fait. Je pense qu'il ne faut pas abandonner l'idée de discuter, montrer que d'autres perspectives sont vraiment possibles. Je ne veux même plus dire un autre monde est possible, parce que c'est une formule qui a fini par être un peu usée elle-même. Mais oui, bien sûr que oui. Y compris en repartant de l'histoire, en repartant d'expériences qui se mènent aujourd'hui. On peut échapper à cette logique destructrice, et pas en détruisant son voisin, ou pas en détruisant la personne qui, en effet, vit à 350 km de chez soi et qu'on ne connaît pas, et qui vit dans une banlieue populaire d'une grande ville. Merci beaucoup, Ludivine Bantigny. Merci à vous.